On a affaire aujourd'hui à des récits de fin qui sont assez convergents, différents entre eux mais assez convergents, des récits de fin du monde humain, d'apocalypse nucléaire éventuellement, de fin de l'humain au sens du post-humanisme, de fin du grand partage, éventuellement aussi de fin de l'histoire, de les prendre ensemble et de les analyser philosophiquement. Parce que ils sont là, il faut en faire quelque chose, je trouve, et y voir clair conceptuellement dans cette grappe de récits de fin peut nous dire quelque chose, je pense, de l'humain aujourd'hui et de la manière dont l'humain se réfléchit aujourd'hui. Euh, C'est peut-être aussi l'occasion de produire d'approfondir ce que Jean-Pierre Dupuy appelle, enfin d'une expression fameuse, un catastrophisme éclairé. Et donc, je pense que la philosophie a des choses à nous dire sur cette fin du monde humain, de cette fin qui s'annonce de toutes parts. En sachant que d'une certaine manière, la philosophie a toujours, ou s'est toujours définie d'une certaine manière comme un catastrophisme éclairé. À ceci près que sa catastrophe à elle, ça n'est pas la fin de l'humain en général ou la fin d'un nous collectif, mais plutôt la fin individuelle, c'est-à-dire la mort. Elle se nourrit d'une méditation sur la mort depuis son départ grec, on pourrait dire, depuis peut-être la mort de Socrate, depuis le retravail ou la sublimation platonicienne de cette mort, cette première mort, hein, qui lance la philosophie sur une voie très particulière, parce qu'on la retrouve ensuite chez Épicure, par exemple, avec la mort n'est rien pour nous, et puis on la retrouve de manière lancinante tout au long de l'histoire de la philosophie, jusqu'à Heidegger qui fait un sort à cette idée que si le philosophe est capable de poser la question fondamentale, pourquoi quelque chose plutôt que rien, c'est parce que, comme philosophe, il porte en lui le rien de la mort, et que donc il peut entendre toute chose depuis ce rien de la mort. Et donc je pense que la philosophie peut interroger ces récits de la fin. En quelque sorte, elle a les bons outils conceptuels pour le faire, mais sachant que sa fin, elle, n'est pas exactement la fin de l'humain, et que les choses ne sont pas exactement les mêmes. Quel est le rôle de la philosophie face à la mort? D'une manière générale, on pourrait dire que c'est un rôle rhétorique. C'est-à-dire qu'elle affronte quelque chose comme un divertissement majeur, une façon de ne pas vouloir voir ce qu'il y a à voir, une façon de se détourner ou de dénier ma mort. Et donc, elle arme des ressources rhétoriques contre ce divertissement. Et par ailleurs, au-delà de cette fonction rhétorique, elle stimule un ethos, elle construit une éthique, une forme de disposition capable de s'affronter à la mort. Le problème, si je puis dire, avec la fin de l'humain, la fin du nous monde humain, annoncé pour des raisons climatiques par exemple, c'est que le divertissement est majeur. C'est-à-dire que non seulement ça n'est pas ma mort, mais la mort des hommes en général qui s'annonce, donc c'est pas rien, parce que je peux toujours dire c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Je peux toujours me dire j'essaie de sauver ma peau et puis les autres mourront mais ça ne me concerne pas. Et puis par ailleurs, temporellement si je puis dire, je peux toujours dire ça aura lieu après ma mort. Et donc il y a de fortes chances en effet que si quelque chose de cataclysmique ou d'un effondrement nous arrive, ce sera pour tout de même dans quelques générations. Et donc il y a une double distance à déjouer pour la philosophie, c'est-à-dire c'est pas moi, c'est les autres, et c'est pas pour maintenant, c'est pour beaucoup plus tard. Et il me semble que la fonction rhétorique de la philosophie ici est mise à l'épreuve d'une double distance, et que sa première fonction rhétorique à elle consiste à rapprocher les choses et à dire bon voilà, la fin de l'humain, la fin du monde humain, la fin du monde nous concerne beaucoup plus intimement qu'on ne le pense, d'une part, et d'autre part, elle nous concerne au point qu'il faut à son égard instruire un ethos, une disposition éthique, qui soit une réponse proprement humaine à cette fin. Et donc je pense que la philosophie doit s'emparer de ce thème, au même titre qu'à l'égard de la mort, intérioriser en quelque sorte un pathos, un effroi, un scandale,
comme elle l'a fait avec la mort, hein, une forme d'angoisse fondamentale à l'égard de cette fin qui n'est pas la mienne, mais qui est celle de tous, et qui devrait me concerner au même titre, et un ethos, une disposition éthique fondamentale qui soit une bonne réponse, en quelque sorte, philosophique à cette fin. Donc voilà ce que, à mon avis, on pourrait, la manière dont on pourrait envisager ces différents récits. Je pense que si on les envisage philosophiquement, il faudrait que chacun de ces récits soit l'occasion de nous dire cette fin qui a l'air d'être si loin, en réalité, nous concerne au plus intime. Alors il y a de nombreux récits, il me semble que, d'abord, je pense que le récit aujourd'hui canonique, c'est évidemment le récit climatique, la fin du monde pour des raisons climatiques. Or, quand on envisage les choses de cette manière-là, on s'aperçoit qu'en fait, cette fin n'est pas si finale, elle ne concerne pas la fin des temps, mais en réalité, elle nous concerne d'ores et déjà, et donc les choses se rapprochent très singulièrement dès qu'on les envisage concrètement, c'est-à-dire pour des raisons climatiques, et dans un cadre écologique, parce qu'en réalité, cette fin des temps, elle nous concerne d'ores et déjà, elle est au terme d'un ensemble de processus qui ont déjà commencé. L'extinction d'un ensemble croissant d'espèces animales a déjà commencé. Les catastrophes naturelles qui vont se multiplier ont déjà commencé, on les connaît. La pollution massive qui va produire un réchauffement climatique massif a évidemment commencé. La lutte pour les ressources naturelles et énergétiques a déjà commencé. Et donc, en réalité, la fin du monde a déjà commencé. Et donc, elle nous concerne, en réalité, d'ores et déjà. C'est-à-dire qu'au fond, l'idée que la fin du monde, c'est un horizon apocalyptique ou eschatologique, c'est-à-dire qui concernerait la fin des temps, cette idée, en réalité, est fausse. Elle est peut-être vraie, en ce sens que ça arrivera peut-être, mais elle est fausse en ce sens que, comme dit Pierre-Henri Castel dans son ouvrage « Le mal qui vient », un très beau petit livre sur cette question de la fin des temps ou la fin du monde. Il a cette formule très très heureuse qui consiste à dire nous n'avons pas affaire à la fin des temps, mais au temps de la fin. Les temps de la fin ont commencé et nous y sommes. Et c'est très important de voir cela, c'est-à-dire que nous sommes en face de cette fin qui nous nourrit quotidiennement. Et la remarque qu'il fait est intéressante. Il ajoute cette idée que tous les petits gestes très quotidiens, très concrets, très intimes parfois dans la conviction qui les anime, que nous faisons pour sauver la planète, alors les gestes écologiques, responsables, équitables, bio, etc., sont des gestes qui, comme remédiation, ou alors au contraire les gestes égoïstes, qui considèrent que ces choses-là ne sont pas pour nous, tous ces gestes vertueux ou vicieux, en réalité, sont confrontés, alors même que ce sont des gestes très quotidiens, sont confrontés à la fin du monde. Ce sont des façons de remédier, de prévenir, ou au contraire de refuser la fin du monde. Et donc tous nos gestes les plus quotidiens, d'une certaine manière, c'est très étrange, c'est la remarque que fait Castel, sont des gestes qui sont aimantés par la fin du monde, concernés par cette fin, concernés par son sérieux, concernés par son manque d'humour, c'est-à-dire que tout ce que je peux faire au quotidien, au fond, c'est pas drôle du tout parce que ça concerne la fin du monde, c'est déjà la partie d'un engrenage qui peut mener au pire. Et c'est très étrange parce qu'on vit ça. On vit cette fin du monde au quotidien de la manière la plus concrète possible, dans la manière de trier les déchets, de choisir tel ou tel voyage, tel mode de transport ou tel autre, tel type d'alimentation. Eh bien, tous ces petits gestes sont une façon d'accomplir, d'accélérer ou de retarder la fin du monde. Alors, il faut parler justement d'une expression qui accourt, qui est un autre type de récit, au-delà de la fin du monde pour des raisons climatiques, et à la fin du monde comme tel. Parce qu'en fait, c'est l'expression canonique dans ces récits de la fin, c'est que on nous parle, par exemple au moment de l'épisode des Gilets jaunes, il était question de la fin du monde versus la fin du mois. Et donc cette expression, elle est devenue consacrée, elle s'est installée comme si nous étions mis en face de la fin du monde. Il faut faire une toute petite remarque très simple, mais qui me semble importante, c'est que nous n'aurons jamais affaire à la fin du monde comme tel. Nous n'aurons jamais affaire à quelque chose comme la fin du monde parce que ça n'est pas imaginable d'une quelconque manière. On aura affaire à toutes sortes de choses, mais le monde comme tel ne disparaîtra pas. Si quelque chose peut disparaître, c'est peut-être
l'humain comme tel, le monde humain, si on veut, mais le monde comme tel, c'est-à-dire cette idée que après le monde il n'y a plus rien, ne peut pas s'imaginer. Kant le dit très bien dans la critique de la raison pure, première antinomie. Si on essaye de totaliser le monde, si on essaye par exemple d'aller au bout de l'espace pour essayer d'apercevoir quelque chose qui ne serait plus l'espace, ce sera nécessairement encore de l'espace. Et si on essaye d'aller au bout du temps, et si on essaye de toucher à une fin du temps, au-delà, on est forcé d'imaginer que c'est encore du temps. Et donc le monde, avec son armature spatio-temporelle, ne se laisse pas totaliser, ne se laisse pas finir. Il y aura toujours du monde après le monde. Et donc on ne peut pas imaginer quelque chose comme la fin du monde. L'idée d'une version proprement eschatologique ou religieuse de la fin du monde, au fond, ce n'est pas du tout ce qu'on peut avoir en tête lorsqu'on évoque en ce moment, pour des raisons climatiques, la fin du monde. Peut-être qu'il y a un biais écologique dans cette histoire et qui fait qu'on continue à parler de la fin du monde au lieu de parler de la fin du monde humain, par exemple, parce qu'en effet c'est la planète qui est en jeu, c'est elle que nous sommes en train de ruiner, et donc on parle pour cette raison-là de la fin du monde, mais en toute rigueur. Il faudrait dire qu'il ne peut s'agir que d'autre chose, et en l'occurrence je pense de la fin de l'humain ou du monde humain. Ça veut dire que même totalement dévastée, la nature resterait la nature, c'est-à-dire même après apocalypse nucléaire, même une nature totalement glacée resterait la nature, même un monde totalement immonde, on pourrait dire, que nous laisserions avec toutes sortes de déchets et inhabitables, resterait bien évidemment le monde. Et donc, il faut en finir, enfin en tout cas, il faut pour avoir la tête claire sur ces récits de fin, je pense, considérer implicitement que la fin du monde, c'est la fin de notre monde en tant qu'il est un monde aménagé par l'homme et pour l'homme, la fin d'une Umwelt humaine, et que, en l'occurrence, c'est de ça qu'il est question, ce qui, d'une certaine manière, rapproche à nouveau la fin de ce que nous sommes, parce que ce n'est pas la fin d'un monde en soi, qui, pour des raisons apocalyptiques, religieuses, eschatologiques, viendrait à basculer vers autre chose. Non, c'est nous, c'est notre monde, et nous sommes en charge de ce monde, et c'est lui qui est en péril. Il y a un troisième récit, au-delà du récit climatique ou du récit eschatologique, la fin du monde. Il y a un récit qui compte, je pense, dans nos récits contemporains, qui est le récit nucléaire, le récit de l'apocalypse nucléaire. Il a eu son heure de gloire, si je puis dire, dans les années 50-60, parce qu'on a cru à un moment que le monde humain pouvait se terminer de manière brutale pour des raisons de guerre nucléaire. On a vécu à ce moment-là quelque chose comme un paradoxe prométhéen, c'est-à-dire qu'une création humaine, une création technologique humaine, comme la bombe thermonucléaire, pouvait se retourner contre nous et en finir avec nous. C'est un récit qui revient de temps en temps, à l'occasion de tels conflits au Moyen-Orient, par exemple, dès qu'on sait que l'Iran, possiblement, par exemple, pourrait avoir la bombe et que les États-Unis font très attention au réarmement iranien, on y pense évidemment très fort, et c'est là. Mais on y pense aussi éventuellement, je pense, quand on évoque une succession de catastrophes climatiques dont l'issue terminale pourrait être précisément ça pourrait être cette fin nucléaire, parce que si on imagine par exemple que la compétition pour les ressources naturelles s'augmente et s'intensifie et se radicalise entre nations, qu'elle induit des régimes des régimes politiques de plus en plus musclés au sein de cette compétition, on peut parfaitement imaginer qu'à la fin, ça débouche sur un conflit nucléaire majeur et que les choses se termineront de cette manière-là. Donc il n'est pas totalement terminé ce récit-là, ce scénario nucléaire. Il nous concerne d'une certaine manière. Sa caractéristique, si je puis dire, c'est que avec lui, c'est net, c'est sans bavure, c'est la fin d'un coup. Et ça nous dit quelque chose, là encore, d'intéressant concernant l'humain, et concernant l'humain au présent, si je puis dire. Là encore, alors même qu'il s'agit d'une fin à long terme, d'une certaine manière, il y a une répercussion immédiate qui est, d'une certaine manière, ce que j'appellerais le thème, enfin ce thème qu'un certain existentialisme français a mis au centre, notamment je pense à Camus, dans les années 50, qui était le thème de l'absurde. C'est-à-dire cette idée qu'un jour je mourrai vient
vient faire planer son ombre mortifère sur ce que je suis aujourd'hui, et d'une certaine manière vider de toute substance existentielle tout ce que je fais aujourd'hui. C'est l'idée que la mort est un scandale absolu, que personne ne peut au fond regarder en face un tel scandale, parce que si je le regarde en face, alors plus rien n'a de sens à la lumière de cette fin. Ben, je pense qu'il en va de même collectivement à propos d'une fin de l'humain. C'est là encore une remarque, je trouve, très profonde que fait Pierre-Henri Castel. C'est cette idée que si on imagine, c'est une imagination épouvantable d'une certaine manière, si on imagine qu'un jour il n'y aura plus l'humain sur Terre, alors pas tout de suite peut-être, dans l'espace de 200, 300 ans, qui est à peu près la temporalité que privilégie Pierre-Henri Castel, donc dans le Mal qui vient, si on imagine ça, alors même que c'est dans 200, 300 ans, ça vide de son sens absolument tout ce que nous faisons aujourd'hui. On peut penser d'abord à ces choses que nous faisons en les pérennisant implicitement. C'est-à-dire les gens qui font des enfants, ils pensent à l'avenir forcément. Ils pensent à l'avenir de leurs enfants, ils pensent aux générations qui viennent. Quelqu'un qui produit une œuvre, il pense à la postérité de cette œuvre. Il s'inscrit dans l'avenir. Quelqu'un qui bâtit, d'une certaine manière, ça peut être architecturalement, ça peut être une institution, quelqu'un qui bâtit, il s'inscrit dans l'avenir. Mais on pourrait dire que plus généralement, le fait de bien agir, d'agir selon des règles, des convenances, l'idée qu'il y a des façons de bien agir et de mal agir, nous inscrivent là encore dans un horizon de pérennité. Parce qu'au fond, l'idée que j'agis selon une règle impose l'idée que j'agis comme il faut, et la règle, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. La règle, elle s'impose à moi, même quand elle est très particulière, très conjoncturelle. Je la vis toujours comme nécessaire. La règle, c'est le « il faut ». C'est ce qui ne peut pas ne pas être. Donc il n'y a pas de possibilité de la fin avec la règle. Quand j'obéis une règle, quand j'obéis à quelque chose que je crois bon, j'obéis à quelque chose que je crois bon pour toujours et nécessairement. C'est ce qu'on appelle en philosophie l'idéalité. C'est bon absolument et pour toujours. Et là, c'est l'idéalité du nécessaire, de ce qui ne peut pas ne pas être, et donc ce qui ne peut pas avoir de fin. Obéir à des règles, inscrire son agir dans un horizon de normes, de valeurs, c'est d'une certaine manière pérenniser cet agir. Et je pense que quand nous agissons bien, moralement, au nom de valeurs plus ou moins personnelles, nous inscrivons implicitement notre agir dans un horizon indéterminé, dans un avenir indéfini. Imaginez que tout prendra fin, qu'un jour l'humain ne sera plus là, c'est non seulement ruiner toutes ces choses que nous faisons en les inscrivant dans l'avenir, c'est-à-dire avoir des enfants, produire des œuvres, bâtir, mais aussi tout ce que nous faisons quotidiennement en disant c'est bien, je le fais parce que c'est bien. Je le fais parce que c'est bien et savoir qu'un jour plus rien n'aura été, plus rien ne sera, et donc de cette manière ce sera comme si plus rien n'a été, et ça vide là encore de tout son sens tout ce que je faisais. Et c'est terrible parce qu'il y a cette... alors c'est pas ma mort là, c'est la mort de tous, mais une fois de plus, ça rejaillit sur ce que je fais au quotidien. C'est assez frappant. Et il y a peut-être un mot qui résume ces choses que nous faisons explicitement dans nos œuvres, ou implicitement dans nos comportements normés, moraux en quelque sorte. Un mot qui résume ça, qui est le mot civilisation. Je pense que la civilisation regroupe un certain nombre d'activités humaines qui ont pour vocation de se pérenniser, parce qu'elles se croient éternelles ou qu'elles se croient bonnes. Et quand, c'est le fameux mot de Valéry, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, il dit quelque chose qui est terriblement vrai à propos de la civilisation. Une civilisation ne peut pas se concevoir comme mortelle. C'est-à-dire que l'idée qu'une civilisation est mortelle, c'est un scandale. Jared Diamond, dans Effondrement, examine un certain nombre de civilisations qui se sont effondrées. Il y a quelque chose de scandaleux dans cette idée-là, et qui là encore nous concerne, nous comme civilisation, en tant que nous sommes civilisation au sens où nous bâtissons implicitement dans l'avenir. Alors, il y a un récit qui me semble important, qui serait le récit de la fin de la nature humaine. C'est un récit important parce que je pense que c'est souvent, implicitement, ce à quoi on fait référence quand on parle de la fin du monde. On dit au fond la fin du monde, c'est bien sûr la fin du monde humain.
Et la fin du monde humain, ce serait quoi? Alors ça peut être la fin nucléaire, donc là ce serait la fin de l'existence humaine. Les hommes en tant qu'ils existent pourraient ne plus être. Bon, donc ça c'est une première version, dont on vient de voir qu'elle avait sa vertu existentielle en quelque sorte, à travers le thème de l'absurde. Elle pousse à l'absurde toute civilisation en quelque sorte. Mais ça peut être aussi la fin de l'essence humaine, l'humanité en son essence, l'humanité comme nature humaine. Et je pense que ça, on l'a souvent en tête, je pense, implicitement, lorsqu'on parle des récits de la fin, c'est au fond, un jour l'humanité sera plus l'humanité, elle se sera barbarisée, par exemple. Nous ne serons plus humains. Et je pense qu'il faut examiner ça parce que je pense que c'est un des cadres de l'analyse implicitement présent à chaque fois qu'on évoque la fin du monde. Quand on essaie d'imaginer le scénario climatique, on aperçoit quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire, au fond, l'ensemble des catastrophes qui ont commencé, comme je le disais tout à l'heure, ça a commencé. Donc on est là au milieu d'un certain nombre de lignes de processus qui convergent vers une fin possible, mais nous y sommes. Et tous ces processus ont commencé, tous les clignotants sont au rouge. Mais en réalité, si on l'examine, on les pousse tous le plus loin possible. Ce qui est étrange, c'est que ce scénario climatique, en réalité, apparaît comme un scénario politique. C'est-à-dire que les ressources naturelles se raréfient. On sait que les ressources énergétiques, par exemple, sont extrêmement importantes, parce qu'on pense évidemment souvent à l'eau, mais en fait, par exemple, le pétrole a une importance considérable. Tout ce que nous mangeons, d'une certaine manière, s'appuie sur le pétrole. C'est-à-dire que l'agriculteur a besoin de pétrole pour toutes ses machines, tous les aliments ont besoin d'être approvisionnés par des transports qui sont très coûteux d'un point de vue énergétique. Nous faisons fonctionner des machines pour transformer les aliments, etc. etc. Et donc, les ressources naturelles, c'est aussi beaucoup des ressources énergétiques. Et on peut imaginer qu'un jour, la compétition pour les ressources naturelles et énergétiques va se tendre, forcément, pour les raisons climatiques qu'on peut imaginer. Et que là, ce sera évidemment, on pense à l'eau, on peut penser aussi au pétrole, etc., au gaz. Et là, on sera concerné très intimement dans ce que nous mangeons, dans ce que nous buvons, et donc la lutte va être une lutte à mort. Et on peut imaginer quelque chose comme une compétition entre individus, entre groupes d'individus ou entre nations, qui va d'une certaine manière se radicaliser, qui va s'ensauvager en quelque sorte. On peut imaginer des sécessions, ce qu'on appelle le survivalisme aujourd'hui, des gens qui font sécession de manière plus ou moins égoïste, qui se préparent à la fin en faisant des réserves de ressources. Ça peut être des sécessionnismes ou des survivalismes plus vertueux, du type de celui de Pablo Servigne, par exemple, en ce moment, c'est l'idée de communauté, d'entraide, de solidarité, mais c'est encore, d'une certaine manière, une forme de séparatisme. Et donc, on se sépare, on pense à soi, soit individuellement, soit en petits groupes solidaires, soit entre nations, c'est une forme de survivalisme politique, mais ce sont des nations qui vont se faire la guerre. Et donc, ces différents séparatismes, d'une certaine manière, annoncent un scénario politique, au sens du politique, de la constitution de communautés humaines, un scénario politique et plus exactement de dépolitisation, c'est-à-dire qu'en gros, on fera de moins en moins de liens, on construira de moins en moins de communautés larges, et on essaiera chacun de sauver sa peau, soit à l'échelle individuelle, soit à l'échelle de petites communautés, soit à l'échelle de nations. Mais on peut imaginer un scénario de dépolitisation, un scénario de sécession, quelque chose comme un retour à l'état de nature, où on se fera la guerre, tout simplement, autour des ressources. Un monde à la Mad Max, où ce sera la guerre pour les ressources naturelles. Alors évidemment, on n'y est pas, mais tout de même, l'apparition de populisme, c'est-à-dire de politiques de plus en plus musclées un peu partout sur la planète, d'une certaine manière, c'est tributaire d'une compétition pour les ressources qui a déjà commencé, d'un contexte de mondialisation où le contexte se tend. Et alors là encore, les choses ont déjà commencé, mais elles ont commencé politiquement. C'est-à-dire qu'on peut apercevoir quelque chose comme une ligne assez catastrophique de dépolitisation, de retour à l'état de nature, d'ensauvagement, de guerre de tous contre tous, qui a commencé. Et de ce point de vue-là,
On peut se dire ce qui va se perdre dans ce scénario de dépolitisation, d'ensauvagement, ça va être quelque chose comme la nature humaine. On peut imaginer ça. On peut imaginer que nous allons nous déshumaniser dans une compétition sauvage et de plus en plus sauvage pour les ressources humaines. Alors là, je pense qu'il faut absolument envisager la chose philosophiquement et interroger ce thème de la nature humaine parce que c'est important de voir clair dans cette question. Il me semble que si on envisage la question en termes de nature humaine, là encore c'est trop lointain. D'une certaine manière, c'est un peu comme les scénarios eschatologiques, c'est pour la fin des temps et ça n'est pas pour maintenant. La nature humaine disparaîtrait, c'est pour... c'est pas moi, c'est la nature humaine qui basculerait comme ça vers autre chose. Bon. Ben en fait non, parce que je pense que la nature humaine c'est un mot trop métaphysique, un mot qui ne nous concerne plus, qui est une chose du passé, et que mon rapport à l'humanité, d'une certaine manière, est beaucoup plus concret et intime que ne veut le dire cette notion de nature humaine. Il se trouve qu'elle n'est pas moderne, cette notion de nature humaine. Il se trouve que les modernes, disons à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, inventent autre chose que la nature au sens des anciens. La nature au sens des anciens, elle fait loi, elle est normative. On voit bien dans l'idée d'un cosmos, où chaque chose est à sa place, où chaque chose en tout cas a une place qui est bonne pour elle. Et ceux qui s'inventent au XVIe siècle, hein, avec la découverte d'une matière mathématique neutre, axiologiquement neutre, hein, neutre du point de vue des valeurs ou des normes, c'est l'idée que la nature n'a plus rien à nous dire. Elle ne nous dit plus ce qu'il faut faire, ce qui doit être, ce qui vaut absolument. Elle est là, hein, c'est tout. Et donc la nature extérieure n'est plus une nature qui fait loi, hein, comme elle a pu le faire pour les anciens. Mais on pourrait dire que ça, c'est la fin du cosmos, mais on pourrait le redire en termes de nature humaine, c'est la nature en nous, en tant qu'elle a pu faire loi à un moment. Et d'ailleurs, chez les anciens, la nature extérieure et la nature intérieure, en quelque sorte, sont corrélées. C'est-à-dire, s'il y a 3 parties de l'âme, c'est parce qu'on va corréler ça à des parties de la nature. Bon. La nature des modernes, c'est par exemple chez Hobbes, hein, le philosophe politique, une nature qui est une antinature. C'est un état de lutte. L'état de nature chez Hobbes, c'est un état de lutte de tous contre tous, qui n'est absolument plus normatif, hein, qui est juste un repoussoir pour une construction politique qui va tenter de faire rempart à cette violence de tous contre tous. Donc ni la nature extérieure, qui est d'une certaine manière neutre axiologiquement, qui ne nous dit plus quoi faire, ni la nature intérieure, la nature humaine, ne sont une loi pour l'homme. Nous nous bâtissons hors nature. On le voit bien au moment où s'invente une anthropologie moderne, par exemple chez Pic de la Mirandole au XVIe siècle, c'est vraiment cette idée d'une anti-nature humaine, c'est-à-dire s'il y a une nature humaine, c'est le fait de ne pas avoir de nature, c'est le fait de s'inventer humain dans chacun de nos comportements, de nos gestes, et nous connaissons par cœur cette idée-là, par exemple pour la voir, on la connaît tous au XXe siècle par cœur à travers Sartre par exemple, hein, cette idée que l'existentialisme est un humanisme, c'est-à-dire être humain c'est exister en dehors de toute essence, de toute nature prédéterminée. Et donc c'est s'inventer humain dans nos choix, dans nos projets les plus individuels. Bon. Donc ça, il y a quelque chose de très moderne dans cette idée que nous devons tourner la page d'une nature humaine. Darwin d'ailleurs radicalise cette idée-là. Il n'y a pas de nature chez Darwin au sens où la nature telle qu'elle est donnée, c'est une compétition entre espèces. Et où les espèces elles-mêmes sont des états génotypiques et phénotypiques stabilisés, mais qui ne cessent de varier. Une espèce est une stabilisation temporaire, mais elle n'a aucune nécessité en soi. Et donc l'espèce humaine n'a aucune nécessité propre, parce qu'elle participe d'une nature qui n'a aucune nécessité normative. Et donc dans un monde darwinien ou post-darwinien ne cautionne pas l'idée de nature humaine. Donc il faut faire son deuil d'une nature humaine qui serait normative, qui serait absolument ce qu'elle est, qui nous dirait quoi faire. Par exemple, en bioéthique, qui ne peut pas dire, voilà, les femmes accouchent dans la douleur, donc il est bon d'accoucher dans la douleur, c'est inscrit dans la nature humaine, mais ça n'a aucun sens. La nature humaine, on en fait ce qu'on veut parce qu'elle n'est que la nature, elle n'a aucune prétention normative particulière. On ne peut plus poser des questions essentialistes. On ne peut pas dire qu'est-ce que l'homme dans un horizon de pensée moderne ou post-darwinien. On ne peut pas dire qu'est-ce que l'homme.
Les seules questions qu'on puisse poser, c'est, comme disait Scheller, le philosophe allemand, c'est comment l'humanité a-t-elle pu exister. Et cette formule-là, elle est très frappante parce qu'elle met au cœur de l'humain la contingence. Voilà, nous existons, mais nous existons en vertu d'une histoire d'hominisation, d'anthropogénèse, de quelques millions d'années, 6-7 millions d'années, depuis le dernier ancêtre connu entre nous et les grands singes. Et cette histoire, elle est faite de buissonnement avec différentes espèces, dont certaines disparaissent, certaines continuent, et puis finissent par s'éteindre, etc. Et tout ceci est très aléatoire, et ce que nous apprend la paléoanthropologie du dernier siècle, c'est vraiment la contingence la plus radicale. Je parlais de Scheller à l'instant. Max Scheller, ce philosophe allemand, s'inscrit dans un horizon de pensée qu'on redécouvre depuis une dizaine d'années, à la fois en Allemagne, en France et en Italie, qui est ce qu'on appelle l'anthropologie philosophique allemande. Ce sont des penseurs comme Scheller, comme Plessner, comme Galen, beaucoup plus tardivement Blumenberg, qui sont traduits en ce moment en français, qu'on redécouvre beaucoup et qui, d'une certaine manière, ont tous tenté de penser l'homme après Darwin, l'homme donc sans nature humaine en quelque sorte, mais l'homme produit par un processus aléatoire d'évolution naturelle. Et il y a un point commun en quelque sorte chez tous ces penseurs, c'est cette idée que l'homme n'a pas de nature, ou que s'il y a quelque chose comme une définition de l'humain, ce serait cette anti-définition qui consiste à dire l'homme est un être de manque. Il y a une formule qui revient comme un mantra chez tous ces auteurs, c'est une formule de Herder qui dit l'homme est un être de manque, un Mängelwesen. Et donc il n'y a pas de prédétermination naturelle, il n'y a pas d'instinct naturel. Tout nous vient par la culture, par l'invention culturelle. Là, il y a quelque chose de très moderne au sens d'une anthropologie négative, c'est-à-dire voilà, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir qui nous sommes, sur le fond d'une nature qui serait donnée comme ça de toute éternité. Nous nous sommes construits à travers des institutions, nous sommes construits à travers des outils et des techniques, nous sommes construits à travers une politique, et les choses sont ainsi, mais elles pourraient être autrement. Ça veut dire en réalité que ces récits de la fin de la nature humaine, tout simplement ils ont déjà commencé, c'est-à-dire qu'ils ont commencé avec la modernité. La modernité, c'est le récit de la fin de la nature humaine. La modernité, c'est cette idée qu'on ne peut plus compter sur une nature humaine éternelle, comme le firent Aristote, par exemple, ou même Platon. Il faut se définir après la fin de la nature humaine, après la fin de l'humain. Et à partir du XVIe siècle, l'humain se construit hors de toute nature humaine, hors de toute essence. Alors, il y a notamment un mouvement de pensée qui s'appelle le post-humanisme, transhumanisme, qui est très ambigu sur cette question de la nature humaine. À la fois, le post-humanisme, dans une version très science-fiction, annonce quelque chose comme la singularité, nous dit que vers 2045-2050, des machines capables de construire des machines, des ordinateurs capables de construire des machines intelligentes, pourront prendre le pouvoir et vraisemblablement prendront le pouvoir sur l'humain, et donc ce sera la fin de l'humain, ce sera la fin de l'humain sous la forme que nous lui connaissons, et donc il n'y aura plus de nature humaine, la nature humaine telle que nous la connaissons, ce sera fini, et donc le post-humanisme s'appuie sur l'idée de nature humaine, comme si c'était elle qui allait se perdre avec le post-humain, et en même temps, si on examine la majeure partie de ce qui se dit dans ces courants-là, au-delà de la singularité proprement dite, au fond, on aperçoit vraiment l'idée d'une anti-nature humaine, c'est-à-dire l'idée que l'homme se construit à travers ses prothèses techniques, se construit à travers ces augmentations de toutes sortes, et que le post-humain ou le transhumain, ça n'est que la continuation de cette augmentation sans fin de l'humain, mais qui a commencé depuis le début, au fond. Depuis le début, nous nous augmentons techniquement, institutionnellement nous-mêmes, et la fin de l'humain, nous y sommes depuis le tout début. Et donc il n'y aura pas un moment de bascule où ce sera la fin. En fait, ça a déjà commencé. Voilà ce que dit le post-humain lorsqu'on oublie le thème de la singularité, c'est-à-dire l'idée d'une fin, comme ça, à la fin des temps, tout d'un coup, il y aura autre chose. Si on oublie cette fantasmagorie, le post-humain, bien compris, nous entretient d'une augmentation constante, et qui est là depuis le début. Nous sommes des
Natural Born Cyborgs, des cyborgs nés, comme dit Andy Clark, un philosophe américain, des cyborgs nés. Nous le sommes depuis le début, et le post-humain ne fait que pousser à la limite cette logique d'externalité, en quelque sorte, cette logique d'hybridation qui fait l'humain. Donc cette idée qu'il n'y aura pas quelque chose comme une fin de la nature humaine, mais que l'humain se fait dans un temps qui est déjà le temps de la fin, puisqu'il n'y a plus de nature humaine, et que cette idée-là, à nouveau, rapproche ces scénarios de la fin, les rapproche de ce que nous sommes, c'est-à-dire que nous nous faisons humains dans des institutions, comme la science, comme la pédagogie longue, comme la politique. Pour cette raison-là, les récits de la fin de l'humanité, nous entretiennent de ce que nous faisons maintenant, de ce que nous faisons de l'humain, et nous racontent que cette humanité, si on la pense bien, c'est-à-dire de manière non métaphysique, non pas comme nature humaine, mais comme humanité que nous faisons, cette humanité, nous l'avons en charge. Elle est fragile, elle est vulnérable, et c'est à nous d'avoir en tête que l'humain, ce ne sera pas quelque chose qui pourra basculer et terminer sans nous, c'est quelque chose que nous faisons, et nous sommes responsables en quelque sorte de l'humanité qui vient. Donc c'est très important d'avoir ça en tête, pas fin de nature humaine, mais fin de l'humain, sachant que l'humain, c'est au fond ce que nous faisons, et il faut ajouter aussi ce que nous faisons et ce que nous choisissons d'être intimement chacun, c'est-à-dire que la question de l'humanité que je veux être, que je choisis d'être, c'est une question personnelle. Là encore, il y a un horizon de pensée moderne important qui consiste à dire les États, politiquement ne peuvent pas imposer des valeurs, ne peuvent pas faire des choix axiologiques. La seule chose que peuvent imposer les États, ce sont des règles de vivre ensemble, des règles déontologiques, c'est d'harmoniser les libertés entre elles, mais ce que nous faisons et les choix que nous faisons, les choix de valeurs que nous faisons, ça c'est chacun pour soi. L'humanité que je veux être, ce choix éthique en quelque sorte de l'humanité que je veux être, c'est à moi d'en décider et pour moi seul. Et donc là encore c'est très intime, c'est pas la nature humaine en général, c'est l'humanité que je veux être pour moi, sachant que je peux la choisir comme vouée à, je sais pas, une forme de curiosité scientifique ou livresque, etc., ou au contraire vouée à des choix plus sportifs, etc., ou des choix plus sociaux, de solidarité. Bon voilà, chacun choisit pour soi l'humanité qu'il veut être, mais du coup, l'idée d'une fin de l'humain me concerne dans les choix que je fais aujourd'hui. Et donc c'est important de voir ça, parce que là encore, ça rapproche. C'est pas la fin de la nature humaine, c'est la fragilité de mes choix éthiques, de l'humanité que je considère comme bonne. Alors, il faut faire un sort, un récit qui me semble important, et je l'évoquais à l'instant, qui est le récit post-humaniste. Là, il y a une distinction terminologique qui est importante et qui me permet d'aller vers justement ce que j'ai envie de dire sur l'idée de la fin de l'humain. La distinction importante, c'est la distinction entre le post-humanisme et le transhumanisme, parce que souvent les langues fourchent entre les deux. Et au fond, je pense qu'il y a une façon assez canonique de distinguer les deux. Ce que je viens de faire à l'instant en disant, au fond, le post-humanisme, ce serait cette idée qu'à un moment, l'humain se transformera, l'humain disparaîtra, parce que les machines auront pris le pouvoir, par exemple. Donc c'est l'idée de la singularité. Ça, ce serait le post-humain, donc c'est la fin de l'humain. Le transhumanisme, ce serait plutôt l'idée d'un progrès continu qui a déjà commencé et qui fait que l'augmentation technique de l'humain ne cesse de transformer l'humain. Et de ce point de vue-là, l'humanisme est un transhumanisme, ou le transhumanisme est un humanisme, c'est-à-dire qu'au fond, l'humain dans sa définition même s'accomplit dans une forme de progrès continu, de transformation, d'augmentation, d'optimisation continue de soi, et le transhumanisme, c'est cette logique bien comprise qui consiste à dire on continue sur cette voie, mais qui a déjà commencé. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour le dire schématiquement, je pense que le récit post-humaniste d'une fin de l'humain est nul et non avenu, parce que les machines ne prendront pas le pouvoir, c'est une forme de mauvaise science-fiction. Le récit transhumaniste d'un progrès continu est intéressant. Mais le récit post-humaniste d'une fin de l'humain, son côté science-fiction, permet quand même de poser des bonnes questions, mais de manière purement heuristique, de manière purement pédagogique. Ça n'arrivera jamais, les machines ne prendront pas le pouvoir. En revanche, d'imaginer ça permet de poser des bonnes questions concernant ce long progrès de l'humain. C'est-à-dire que le post-humaniste, dans sa radicalité,
permet d'éclairer le transhumanisme ou le processus transhumaniste qui a lieu aujourd'hui. Par exemple, les machines ne prendront jamais le pouvoir, mais imaginer qu'elles puissent le faire un jour nous permet de poser la question du pouvoir des machines dans nos vies aujourd'hui. Bien sûr, elles ne prendront jamais le pouvoir. Mais en réalité, elles ont commencé à en prendre de plus en plus. Et ça, c'est une vraie question. Ce n'est pas une question post-humaniste, c'est une question transhumaniste. Une question qui nous concerne, nous, comme humanité, nous faisant nous-mêmes à travers nos machines. Est-ce que nous voulons donner de plus en plus de pouvoir à nos machines intelligentes, à nos techniques, y compris pharmacologiques, les pilules du bonheur, les pilules de la régulation des humeurs, les pilules de la ritaline concernant la concentration, etc. Voulons-nous de l'information à travers des moteurs de recherche ou de la réflexion journalistique, etc. Tout ça sont des questions très concrètes qu'on peut se poser en permanence et qui sont éclairées par le récit de la singularité en quelque sorte. Littéralement, la singularité, la prise de pouvoir par les machines n'a aucun sens. Au second degré, c'est une vraie question que nous devons nous poser aujourd'hui et qui est une question éthique. Quel pouvoir voulons-nous donner à nos machines, à nos techniques aujourd'hui? C'est un problème d'agentivité et c'est un problème, là encore, d'éthique individuelle. Je ne peux pas y répondre pour tout le monde, mais je peux répondre au moins pour moi. Là, c'est une vraie question qu'on doit se poser à la lumière des récits post-humanistes. De même que ces récits post-humanistes posent aussi une autre question qui est importante, qui est la question de l'agentivité, cette fois-ci collective. C'est-à-dire, quel est le pouvoir que nous avons aujourd'hui de déterminer ce qui va nous arriver demain? C'est-à-dire, quel est le pouvoir que nous avons de faire l'histoire? Est-ce que vraiment nous décidons, politiquement, délibérément, de ce qui nous arrive dans notre rapport aux machines? Est-ce que vraiment nous avons décidé de mettre les écrans au centre? Est-ce que nous avons décidé de bétoniser, par exemple, la France à une vitesse accélérée? Est-ce que nous avons décidé de tous ces choix techniques qui vont très vite, mais qui ont l'air de se faire tout seuls? Et tout le problème, là, c'est véritablement une forme... Alors, on retrouve le paradoxe de Prométhée, c'est-à-dire que la technique est notre œuvre, mais elle a l'air de nous échapper. Et ça pose un énorme problème, qui est un problème politique, un problème d'agentivité politique. Ça se fait tout seul, ça se fait sans nous, et nous avons le sentiment que nous n'y pouvons rien, alors même que c'est le cœur de nos vies, le cœur technique de nos vies, ce sont nos modes de vie qui sont en question. Marc Hunyadi, qui est un philosophe qui enseigne à Louvain, a écrit un livre qui s'appelle « La tyrannie des modes de vie » sur le paradoxe moral de notre temps. Et le paradoxe moral de notre temps, dit-il, c'est un très beau petit livre, ça consiste à dire on n'a jamais autant mis la liberté au centre, politiquement et juridiquement et individuellement, et pourtant l'essentiel, on pourrait dire la substance matérielle de nos vies, mais qui est vraiment le cœur de nos vies, le cœur matériel et technologique de nos vies, personne n'en décide. Et au fond, personne ne décide de ce que font les GAFA, par exemple, et les grandes multinationales de nos vies, parce qu'en réalité, politiquement, nous n'avons plus la main sur ces questions-là. Donc là, il y a une autre vraie question qu'il faut se poser, qui n'est plus l'agentivité individuelle à l'égard des machines, mais plutôt l'agentivité politique et collective à l'égard de ce devenir qui est le nôtre aujourd'hui. Et puis il y a une autre question qui est à nouveau une question éthique qui est posée par ces récits post-humanistes, c'est la question du rapport au monde. C'est-à-dire qu'en imaginant un monde dans lequel la technique est de plus en plus présente, ils mettent en scène une vie sécurisée, une vie recentrée sur sa sécurité, son confort et ce qu'on pourrait appeler son immunité. Faire que tout ce qui m'arrive soit planifié, prévu, standardisé et à l'abri de toute surprise. Et là encore, nous avons à faire un choix éthique à nouveau, un choix de valeur, sur ce que nous voulons en termes de rapport au monde. Est-ce que nous voulons ce monde sans monde, ce monde standardisé, ce monde où tout est prévu et planifié à l'avance, ou est-ce que nous voulons donner sa chance au monde, et par monde, j'entends ce que Michael Fussell, dans Après la fin du monde, qui est encore une méditation sur la fin, appelle le monde. C'est un livre assez épais, c'est une méditation assez profonde sur la fin du monde, toutes ces fins du monde possibles. Mais il y a un concept de monde qui est très important ici, qui est mobilisé, est un concept phénoménologique de monde, c'est-à-dire le monde, ce n'est pas juste la nature telle qu'elle est là autour de moi, c'est ce que je perçois autour de moi en tant qu'il y a toujours de l'au-delà dans ce que je perçois. Il y a toujours des horizons. Merleau-Ponty, Hannah Arendt l'ont très bien dit, c'est-à-dire
Le monde, c'est ce qui m'expose en quelque sorte à l'inattendu, à la surprise, à l'altérité, à ce que je n'avais pas anticipé, ce qu'il appelle l'horizon. Il y a toujours de l'horizon, c'est une limite, mais poreuse en quelque sorte, à l'égard de l'invisible, comme dit Merleau-Ponty, ou l'inconnu, ou la surprise. Est-ce que nous voulons encore le monde, c'est-à-dire la surprise, l'inconnu, l'altérité, ou est-ce que nous voulons au contraire la standardisation du monde, c'est-à-dire la fin du monde? Et ça, là encore, c'est un choix, me semble-t-il, crucial dans notre rapport aux machines. Il y a un autre récit, un dernier récit que je voudrais examiner, qui est le récit de la fin de l'humain, à nouveau, mais d'un humain séparé des vivants. La fin du grand partage entre l'humain et les vivants. 150 ans après Darwin, connaissant l'héritage évolutionniste de l'humain, nous fûmes animaux, nous sommes un certain type d'animaux, et d'une certaine manière, après ce que nous apprend la primatologie, après ce que nous apprend l'éthologie animale, de tous les précurseurs animaux de nos différents comportements, nous voyons la frontière entre animaux et humains s'estomper, s'effacer, devenir beaucoup plus poreuse qu'elle l'était auparavant. Il faut en finir avec une forme d'anthropocentrisme plaçant l'humain à part des autres vivants et au-delà d'eux, dans une forme de prééminence ou de supériorité. Nous sommes en train de tourner cette page de l'anthropocentrisme et de réintégrer l'humain dans le reste de la vie. Cette idée d'un homme animal comme les autres communique par ailleurs avec ce qu'on peut appeler les anthropologies de la nature. Je pense à Descola, je pense à Viveros de Castro, plus lointainement à Bruno Latour, cette idée que la modernité a inventé une forme de partage entre l'humain et la nature, mais qu'il faut repenser l'hybridation et la continuité de l'homme et du vivant, dans en particulier des récits animistes. Les récits animistes ont quelque chose à nous dire sur ce commerce entre les humains et les non-humains. Les récits amazoniens que mettent au centre Descola et Viveros de Castro mettent en scène cette grande communication des humains et des non-humains et, disent-ils, devrait inspirer aux Occidentaux une ontologie plus accueillante à l'égard des non-humains. Alors là, il y a un récit qui est important parce qu'une fois de plus, il met en scène l'humain dans sa disparition. Alors, non pas sa disparition technologique, par exemple, comme on voyait avec le post-humain, mais sa disparition naturelle. Il n'y a plus de raison de séparer le culturel du naturel. Il faut se repenser dans une forme de continuité avec la nature. Ce qui est intéressant, c'est que bien souvent aujourd'hui, dans des annonces de colloques, dans des ouvrages, je pense à un ouvrage de Francis Wolff qui s'appelle « Trois utopies contemporaines », on met en symétrie le post-humain et le récit animaliste, c'est-à-dire l'homme s'efface par le haut du côté des machines, et un jour disparaîtra peut-être du côté des machines avec la singularité. Ça, c'est le récit post-humaniste. Et puis, l'homme s'efface par le bas, en quelque sorte, dans son rapport aux animaux. Il est un animal comme les autres, et la frontière, là encore, s'efface. Deux utopies, comme dit Francis Wolff, deux dépassements de l'humain, deux progressismes, assez différents l'un de l'autre, puisque le progressisme post-humaniste ou transhumaniste est un progressisme technologisé, qui donne tout à la technique, alors que l'autre progressisme animaliste est un progressisme très moral, qui donne beaucoup à l'empathie, au décentrement de l'humain en direction des animaux. Progressisme plus libéral, si je puis dire, plus geek du côté du post-humanisme, plus vegan, plus vertueux du côté plus altruiste, plus empathique du côté de l'animalisme. Donc plus égoïste d'un côté, plus vertueux de l'autre, mais des deux côtés, l'humain s'efface en quelque sorte. Et au-delà de la différence de ton, parce que ce ne sont pas les mêmes, si je puis dire, ce ne sont pas les mêmes qui pratiquent en quelque sorte ces deux récits, mais au-delà de la différence de ton, il y a tout de même des points communs, à commencer par le fait que des deux côtés, c'est assez frappant, l'humain est pensé depuis sa disparition. C'est-à-dire que l'humain n'est plus pensé en tant que tel, mais à partir de son effacement technologique ou naturel. C'est assez frappant, c'est que l'humain est pensé à partir de son effacement, de son évanouissement du côté de la machine ou du côté de l'animal.
Il y a un autre point commun qui est assez frappant, d'une certaine manière, si on voulait vraiment rapprocher ces deux récits, on pourrait dire qu'ils consonnent du côté d'une certaine fin de l'histoire. En ce sens que l'homme des deux côtés ne fait plus l'histoire, n'est plus ce vivant parlant et politique qui a en main son propre destin, hein, à travers ses délibérations politiques, ses agissements de politique internationale, etc. L'humain se fait sans l'humain en quelque sorte, parce que l'humain est fondamentalement un vivant, et plus fondamentalement un vivant qu'un vivant parlant ou politique, ou que l'humain, est pris en main, pris en charge par ces machines. Mais dans les deux cas, vous avez une forme de passivité, hein, de démission. Hein. L'humain se fait tout seul, par le fait de sa condition de vivant ou par le fait du relais machinique, hein, il se fait tout seul et il n'a plus rien à faire en quelque sorte. Et quand Kojève imagine la fin de l'histoire et quand d'autres après lui tentent d'imaginer la fin de l'histoire, comme par exemple le fait Agamben dans son ouvrage sur De l'ouvert où il essaie d'imaginer de prendre au sérieux la question de la fin de l'histoire, c'est souvent pour mettre en conjonction à la fois une forme de naturalisation de l'humain, un corps animalisé, et en même temps une intellectualisation technologisante de l'humain. Il y a la tête, il y a les entrailles, et puis, comme disait le romancier Loomis, hein, le monde de Narnia, un vivant sans thorax, sans cœur, hein, sans orgueil, sans thumos, hein, donc une tête pure sur un corps pur. Hein. Bon, c'est une version très caricaturale de la fin de l'histoire, mais qui dit assez bien cette démission de la vertu politique de l'humain. Donc ça, ce serait un point commun très négatif, hein, alors on peut le discuter longuement, hein, mais qui tout de même donne un ton d'époque peut-être concernant ces deux récits. Et puis un dernier point commun entre le récit post-humaniste et le récit animaliste, c'est quand même cette idée que des deux côtés, en réalité on nous parle de la fin de l'humain, mais à nouveau, si je puis dire, hein, comme dans tous les autres récits, de même que la fin de l'humain nous concerne toujours dans ce que nous faisons, en réalité, de la même manière, on nous parle ici de la fin de l'humain, mais ce dont il est question, c'est ce que fait l'humain et ce qu'il fait humainement dans ses choix humains fondamentaux. Et donc, il n'est absolument pas question de la fin ici. Il est question d'éclairer un agir qui est le nôtre. Alors, je l'ai dit tout à l'heure à propos du post-humanisme, c'est-à-dire imaginer que nous serons dépassés un jour, au fond, c'est être mis en face de choix très concrets. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en face des machines? Il ne s'agit pas de dire que l'humain va disparaître, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en face des machines. De la même manière, quand on réfléchit sur la fin de l'humain du côté de l'animal, on a l'air de dire qu'au fond nous sommes des animaux comme les autres, on a l'air d'en finir avec l'humain, mais au fond nous faisons des choses très humaines et nous engageons des choix très humains, par une forme de contradiction performative. Je parle de la fin de l'humain, mais en parlant, j'ai fait quelque chose de très humain. Je parle de la fin de l'humain en disant regardez, les animaux ont des compétences cognitives insoupçonnées qui font que l'humain ne peut représenter qu'une différence de degré à l'égard de ses compétences cognitives et guère plus. Disant cela, je me contredis parce que ce que je dis, je le dis en m'appuyant sur une science très humaine, une éthologie, une primatologie, qui n'appartient à aucun animal, et donc j'accomplis un geste scientifique en l'occurrence, théorique, très humain, pour dire que je suis un animal comme les autres. De même, si je prends fait et cause pour les animaux d'un point de vue moral, en disant il faut défendre toute vie en tant qu'elle est sensible, sentiente, comme on dit, et que nous sommes tous des êtres sensibles fondamentalement, et que ce qui nous réunit, c'est que nous sommes fondamentalement des êtres sensibles, et donc il y a une communauté qui est plus fondamentale que nos différences, là encore, d'une certaine manière, je me contredis, c'est-à-dire que je dis nous sommes tous les mêmes, mais au nom d'un combat moral que seul un humain peut porter. Aucun animal ne porte des combats moraux universels. Aucun animal ne dirait il faut défendre les autres espèces que la mienne ou même tous les membres de mon espèce. On ne connaît aucun animal qui prenne fait et cause pour tous les membres de son espèce. Les cas d'altruisme animal sont extrêmement limités, en général dans un cercle familial très réduit. Bon. Le combat vegan, le combat animaliste sont des combats universels très humains. Et donc disent une chose et son contraire.
hein. Ils disent nous sommes des animaux comme les autres, mais disant cela pour des raisons morales très humaines, ils disent nous sommes des animaux très différents du reste des animaux. Et donc, au fond, les combats animalistes qui ont l'air de signer la fin de l'humain sont des combats très humains, très humains. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut célébrer l'humain, ou qu'il faut revenir à une forme d'anthropocentrisme. Il faut juste avoir en tête que la fin de l'humain n'est pas, je pense, la bonne façon d'éclairer ce type de combat. Comme si au fond le décentrement humain en direction des animaux, de même que le décentrement humain en direction des machines, appartiennent à l'humain fondamentalement. Ce type de décentrement accomplissent notre humanité. On peut croire que nous en finissons avec l'humain lorsque nous nous hybridons avec les machines, ou que nous en finissons avec les humains lorsque nous dévouons pour la cause animale, mais c'est tout le contraire en réalité. On accomplit l'humain. Ce n'est pas la fin de l'humain ici. Là encore, ce sont des choix éthiques fondamentaux pour ou contre les machines, pour ou contre une communauté plus large à l'égard des animaux. Ce sont des choix très humains. Et on pourrait même dire, plus je me décentre en direction des machines par une forme de cyborgisation du corps humain, ou plus je me décentre en direction des animaux pour ouvrir toute grande la maison humaine à leur sort, et plus je suis humain, en quelque sorte, dans une forme de schéma très pascalien, hein. Plus la raison humaine se vante et plus je la baisse, et plus elle s'abaisse et plus je la vante. Hein. Nous ne sommes jamais plus humains que lorsque nous nous oublions comme humains et que nous allons voir du côté non seulement des animaux, mais même encore plus loin du côté de l'environnement, du côté de l'écosystème, où il n'y a même plus de vie sentiente ou sensible, hein. Il n'y a plus que la pierre dans un vallon, et me dévouant et me passionnant pour cette simple pierre au creux d'un vallon, là j'accomplis quelque chose d'infiniment humain en quelque sorte. Là je suis au plus loin de mon humanité, mais pour cette raison-là, au plus près. Alors je voudrais juste rappeler deux choses pour terminer. C'est que d'abord, ce qui me semble très frappant, c'est qu'aujourd'hui, ces récits de la fin sont assez présents, et même omniprésents, comme si, au fond, la manière dont l'homme se réfléchit aujourd'hui n'était plus la manière, disons, classique, canonique, qui passe par une question de définition ou d'essence. Réfléchir sur notre humanité aujourd'hui ne passe plus par la question de la définition ou de l'essence, question, on pourrait dire, métaphysique. Elle passe par des récits de la fin. Elle passe par des récits qui nous poussent à la limite de nous-mêmes, du côté d'une disparition possible de l'humain. Et ce faisant, à travers ces récits, je pense que nous nous réfléchissons nous-mêmes sur un mode post-métaphysique. Si l'humain doit se réfléchir aujourd'hui, c'est dans la contingence, dans la possibilité de sa disparition, de son effondrement, de même que depuis Darwin, nous nous pensons nous-mêmes depuis notre apparition possible, et là encore dans la contingence. Les récits de la fin sont exactement symétriques de ce point de vue-là au récit de l'hominisation, hein, du début. Des deux côtés, il n'est pas question de savoir ce que nous sommes, il est question de savoir ce que nous faisons de cette humanité fragile, vulnérable, qui peut finir comme elle a pu commencer. Et ce sont des questions autrement plus précises et importantes que celle de savoir ce que nous sommes. C'est plutôt, voilà, quelle humanité voulons-nous être et sauvegarder. Et la deuxième remarque, justement, que je voulais faire, c'est précisément ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on pense dans la contingence, les questions sont des questions éthiques. Ce ne sont plus questions de définition, c'est quelle humanité voulons-nous être, ou plus exactement, quelle humanité est-ce que moi je veux être, face au dérèglement climatique, face à la question d'une possibilité, disons, nucléaire, d'une disparition de l'existence de toute forme humaine sur Terre, face à la question d'une disparition de la nature humaine, c'est-à-dire d'une forme de vie humaine. La question c'est quelle humanité je veux être. Et dans ses derniers ouvrages, Servigne nous parle d'une collapsosophie, c'est-à-dire au fond cette idée du collapse, de l'effondrement, de la fin du monde, nous ramène à des choix éthiques fondamentaux, à une sagesse fondamentale. Alors on lui reproche une espèce de tournant crypto-religieux, mais je pense que c'est inévitable, c'est-à-dire que si on prend au sérieux l'effondrement, si on prend au sérieux l'idée de la fin, ça nous ramène à des choix fondamentaux aujourd'hui. Et je pense que pour cette raison-là, la philosophie doit aller voir de ce côté-là. Servigne n'est pas tout seul en quelque sorte, hein, c'est à nous philosophes de faire le travail avec lui. Et je pense que cette direction est essentielle, hein, pour la philosophie aujourd'hui.